Bonjour et bienvenue à ce caucus essentiel ensemble, l'identification des proches aidants, un outil pour la réintégration des partenaires de soins essentiels pendant la pandémie. Je suis Carole Fancotte, directrice de l'engagement et des partenariats patients à Excellence en Santé Canada et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et nous sommes très heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour ce webinaire en français. Si vous souhaitez entendre la voix de notre interprète, veuillez choisir Français dans le menu qui figure au bas de votre écran. Nous vous invitons à vous servir de l'une ou l'autre des langues officielles pour partager vos questions, idées, réflexions dans la boîte de clavardage tout au long de la séance d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous vivons des moments très difficiles, car nous avons entendu des nouvelles très tristes de London en Ontario et de Kamloops en Colombie-Britannique. Alors, je souhaitais marquer une pause pour rendre hommage aux personnes qui ont été touchées si durement. Et je souhaite aussi reconnaître le travail ou le territoire plutôt sur lequel nous nous réunissons, un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début. Nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire plus précisément depuis Ottawa, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément son lien historique avec cet endroit et l'occasion que nous avons de nous y rassembler aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait, veuillez prendre un moment pour répondre aux 3 questions de sondage qui sont affichées à votre écran. Veuillez faire défiler vers le bas toutes les questions en anglais et en français et cliquez sur Envoyer pour que nous recevions vos réponses. Tandis que je présente nos conférencières, je vous demande de prendre un moment pour vous présenter dans la boîte de clavardage et nous dire d'où vous venez. J'ai le plaisir de vous présenter les conférencières de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et People Care. Alison Kilbourne est chef de projet partenariat stratégique et innovation à l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, ou OCO. Alison compte plus de 10 ans d'expérience en leadership dans le domaine des soins à domicile et des soins communautaires. Elle a travaillé dans le secteur de la santé communautaire avec des populations vulnérables. Elle a de l'expérience dans l'élaboration de programmes, la gestion opérationnelle, l'évaluation des programmes qui soutiennent les personnes âgées vivant dans la communauté et elle se passionne pour les déterminants sociaux de la santé, la promotion de l'équité, la création collaborative de solutions systémiques à l'amélioration des proches aidants et des personnes dont ils s'occupent. Jennifer Killing est vice-présidente de la qualité de la recherche et des partenariats stratégiques à People Care. Jen Killing est une leader respectée qui compte plus de 20 ans d'expérience dans les postes de direction de plus en plus élevés. Elle est membre de l'équipe de direction de People Care et elle met l'accent sur les initiatives de qualité et de technologie pour promouvoir des soins et des résultats exceptionnels pour les résidents. L'amélioration continue de la qualité et la recherche pour informer les améliorations dans les soins de longue durée et la vie des personnes âgées sont des responsabilités clés pour elle. Reconnue comme experte dans son domaine, Jen est souvent invitée à prendre la parole et à participer à des conférences sur le système de santé et elle est régulièrement sollicitée pour apporter une contribution à diverses tables consultatives stratégiques. Nous sommes donc très heureux de l'avoir parmi nous. Elle est membre du comité de la qualité de l'Association des soins de longue durée de l'Ontario, membre du conseil d'administration des Centers for Learning, Research and Innovation, le CLRI. Elle est également membre du comité consultatif sur les soins de longue durée de l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada et elle est membre du groupe de travail sur le modèle d'adoption du dossier médical électronique pour les patients externes du Healthcare Information and Management System. Elle est administratrice agréée de soins de longue durée, accréditée RAI-MDS et en plus, elle est inscrite au programme de MBA de la Ivy School of Business. Alors, 2 personnes très chevronnées et d'ailleurs, nous pouvons remercier nos productrices également qui sont responsables de la production du webinaire, Sheena Powell et Kelly Ripley, qui sont dans les coulisses. Et bienvenue à vous tous. Si vous avez participé à nos caucus dans le passé, vous nous connaissez, mais si vous êtes tout nouveau, bienvenue. Bienvenue aux résidents, aux patients, aux proches aidants, aux partenaires essentiels de soins qui se joignent à nous aujourd'hui. Ces caucus
ont pour but d'offrir un espace sûr où l'on puisse tous partager nos apprentissages, le travail que l'on fait et ce que l'on vit. C'est une occasion pour nous tous d'établir des liens avec des personnes qui sont dans des rôles, des fonctions différentes et des secteurs différents qui contribuent une expérience et une expertise différentes. Mais nous tous, avec cette raison d'être, c'est-à-dire d'accueillir les proches aidants à titre de partenaires essentiels de soins. Très brièvement, et d'ailleurs mes excuses à ceux d'entre vous qui l'avaient entendu dans le passé, pour ceux qui ne le sauraient pas, dont c'est la première participation, nous sommes Excellence en Santé Canada. Nous sommes une toute nouvelle organisation, nouvellement fusionnée, qui a réuni la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients, dans un souci constant d'améliorer les services de santé pour tous les Canadiens. Alors, je vous donne cette introduction très rapide au programme Essentiel Ensemble. Vous entendrez nos conférencières par la suite, qui sont de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et de People Care, qui soutiennent la mise en œuvre des identifiants pour les proches aidants afin d'assurer leur réintégration en toute sécurité. Et évidemment, l'objectif de ces caucus est l'occasion pour nous tous d'apprendre les uns des autres et de partager ce qui se passe partout au Canada. Alors, Essentiel Ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui a été mis au point en réaction à ce qui se passait au début de cette pandémie et à présent, ce qui continue de se produire en cette période de COVID-19. Nous réfléchissons aux répercussions de cette pandémie, à savoir qu'est-ce qui se passera après cette pandémie et comment continuer d'assurer la réintégration sécuritaire des partenaires essentiels de soins. Nous avons 3 publics pour ce programme, les décideurs politiques, ceux qui mettent en œuvre les politiques et ceux qui sont touchés par ces politiques. Tout au long, vous saurez que nous utilisons partenaires de soins essentiels, mais on peut penser aux proches aidants désignés, aux partenaires de soins désignés ou aux visiteurs essentiels. Il y a d'autres expressions qui conviennent à la notion. Ces caucus se concentrent sur les actions qui permettent de mettre en œuvre des politiques. Alors, quelles sont ces recommandations en matière de politique pour réintégrer les proches aidants? Eh bien, pendant l'été, nous avons organisé un laboratoire de politique qui réunissait un éventail de parties prenantes, de nouveaux responsables de politique, dirigeants des soins de santé, patients, proches aidants, afin de tâcher de comprendre ce que serait le cheminement idéal pour les proches aidants si on voulait les réintégrer dans l'établissement. Et donc, nous avons mis au point des recommandations de politique qui se concentrent sur 2 domaines, c'est-à-dire l'identification et la préparation des partenaires de soins essentiels et ensuite leur entrée dans l'établissement. Vous allez voir les 7 éléments affichés à l'écran. Alors, l'établissement d'attente mutuelle en matière de responsabilité, c'est-à-dire qui sont vos partenaires de soins essentiels? Et ensuite, Alison et Jen vont parler du programme d'identification proprement parlé. Alors, les recommandations et le programme s'appuient sur des principes fondamentaux. Comment distingue-t-on les visiteurs des proches aidants, qui sont des partenaires de soins essentiels? Comment reconnaît-on le rôle par certains moyens comme la langue, c'est-à-dire qu'il faut bien les décrire? Et ensuite, comment communique-t-on avec les patients, les familles, les proches aidants et les partenaires de soins essentiels pour mettre au point et mettre en œuvre ces politiques et pratiques? Comme programme, nous voulons que les établissements de soins de santé s'engagent à cet appel à l'action. Nous avons un outil qui permet d'encourager la réflexion sur les 7 éléments clés et quelle est la situation des organismes. Et ensuite, nous avons des groupements d'apprentissage qui sont des ressources et des outils adaptés. Et enfin, nous offrons des possibilités d'apprentissage entre nous, comme ces caucus, ainsi qu'un encadrement supplémentaire pour les équipes qui ont besoin d'aide à la mise en œuvre. Avant de céder la parole à Alison et à Jen,
Permettez-moi de rapidement afficher les résultats que je vois au sujet du premier sondage. Alors, des organismes de santé, on voit une bonne représentation des établissements de soins de longue durée, des hôpitaux et des autres formes d'établissements institutionnels. Pour le processus mis en place pour identifier les partenaires de soins essentiels, certains ont pu appliquer ce principe, d'autres en partie et d'autres pas encore. Et la dernière question, on visait à savoir s'il existe un processus pour fournir des identifications aux partenaires de soins, ainsi qu'une formation et un soutien connexe. Et là, c'est similaire dans les résultats à la question précédente. L'application parfois est complète, partielle ou alors pas du tout encore entamée. Alors, je vais à présent céder la parole à Alison et Jen qui vont nous faire part de leur travail sur l'identification des proches aidants. Je vous rappelle de vous servir de la boîte de clavardage pour vos observations, vos réflexions, vos questions au fil de la communication de Jen et de Alison. Et ensuite, nous passerons à la discussion. À vous, Alison et Jen. Merci d'être des nôtres. Merci, très heureuse d'être ici. Très heureuse de partager cette communication avec Jen aussi. Alors, je vais commencer. Je vais donc parler du sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est-à-dire de voir l'identification des proches aidants comme un outil de réintégration sécuritaire des partenaires de soins essentiels dans les milieux de soins pendant et surtout, étant donné que on amorce la réouverture et la reprise, on s'intéresse aussi à l'au-delà, après la pandémie. Alors, nous allons présenter des conseils d'organisations qui ont précocement instauré des programmes pour les proches aidants essentiels. Et enfin, je serai ravie de céder la parole à Jen qui présentera l'expérience de People Care Communities. Alors, très brièvement, l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario est un organisme assez récent. Nous avons été créés en 2018. Nous sommes un organisme indépendant et sans but lucratif financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Nous sommes un guichet unique et un point d'accès central et nous nous concentrons sur l'utilisation des ressources existantes afin de diminuer les doubles emplois dans le système. Alors, je ne vais pas entrer dans le menu détail, car vous savez sans doute de quoi il est question, mais il est important, je pense, de réfléchir, si on en est capable, au tout début de la pandémie et les montagnes russes que nous avons vécues dans divers endroits du Canada, c'est-à-dire à quoi ressemblait la vie des proches aidants en cette période de COVID-19. Beaucoup de choses ont été rapportées dans les médias, mais bon, si vous suivez le mot-clic, pas seulement un visiteur, pas que des visiteurs, ça vous donne une idée des impressions des proches aidants depuis le début de la pandémie. Alors, la trousse d'outils de Partners in Care a été élaborée assez tôt par notre organisme et elle faisait fond sur du travail déjà réalisé pour l'identification des proches aidants, un outil qui avait été mis au point en partenariat avec la Changing Care Foundation. Et il s'agit d'un document adaptable, un modèle adaptable qui permet aux familles, aux proches aidants de savoir à quoi s'attendre. Il s'agit aussi d'un engagement mutuel de l'organisation et des proches aidants. Jen l'abordera. Il s'agit d'un engagement mutuel de l'organisme lui-même et des proches aidants. Un pacte, en quelque sorte. Alors, dans la trousse d'outils elle-même, l'identification est la cheville ouvrière de la trousse. C'est un symbole de la reconnaissance et de l'inclusion des proches aidants. C'est ce qui permet de faire la promotion de la culture des proches aidants en tant que partenaire essentiel de soins. Ça a été développé par la Changing Care Foundation, mais
Changing Care plutôt en partenariat avec la Change Foundation, mais c'est devenu un symbole. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à cet outil, c'est le fait qu'il met la table à l'utilisation de l'identification des proches aidants pour tout un continuum de milieux. La trousse d'outils Partners in Care se concentrait sur les organismes, mais cette identité peut être utilisée dans d'autres milieux, dont des milieux communautaires. Je ne vais pas entrer dans le détail des avantages. Bon, il y a de plus en plus de données probantes qui étayent l'importance de la participation des proches aidants à titre de membres de l'équipe de soins essentiels, et cela est d'ailleurs présenté par les ressources d'Excellence en Santé Canada, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Mais ici, je vais me concentrer sur les avantages principaux, c'est-à-dire que l'identification des proches aidants est un outil de pair avec d'autres politiques et pratiques. C'est un moyen très tangible de montrer l'engagement de l'organisme par rapport aux proches aidants. Cela peut être, à mon avis, un facteur de réussite dans le soutien aux proches aidants dans une foule de milieux de soins. Ce qui a été utile pour les milieux ainsi que les proches aidants, c'est les modules d'apprentissage pour les prestataires de soins. Cela donne aux prestataires de soins les renseignements, les outils dont ils ont besoin pour mieux comprendre l'expérience du proche aidant et pour travailler au proche aidant à titre de partenaire de soins. Je vais très brièvement présenter le projet collaboratif d'apprentissage qui réunit une trentaine d'organisations qui se sont rassemblées sur une base mensuelle, plus ou moins, pour apprendre les unes des autres, tandis qu'elles mettaient en œuvre leur programme de proches aidants essentiels. Une des rétroactions que j'ai entendues d'organismes très souvent, c'est que c'était très utile d'apprendre de la part de pairs, des gens qui disaient, bon, on n'est pas seul, mais aussi apprendre à des moments importants de la mise en œuvre, les jalons, si vous voulez, de la mise en œuvre. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut éviter comme difficulté. Ce qui est clair en ce qui me concerne, c'est que l'utilisation du projet collaboratif d'apprentissage nous a permis d'apprendre suffisamment de sorte que, arrivé la deuxième vague, bon nombre d'organismes ont pu s'adapter et améliorer leurs pratiques en conséquence. Alors, je vais très rapidement présenter certains des conseils qui ont été compilés depuis un an. Des perles de sagesse, si vous voulez. Être orienté par des valeurs et non par la peur, ou une version similaire de ce sentiment, c'est le fil conducteur de nombreux organismes, des programmes, et je pense que Jen en parlera davantage. Je souhaite souligner le fait que c'est essentiel car ces programmes et ces pratiques ont été mis en œuvre dans des moments très effrayants et difficiles, qui sont sur le plan émotif très difficiles pour les résidents, les clients, les patients, les prestataires. Donc, avoir des principes fondés sur les valeurs, à savoir que c'est dans l'ordre des choses et que les obstacles sont des problèmes à résoudre, tout cela sont des forces motrices de la réussite des adoptants précoces. Deux choses manifestes. Surtout si vous connaissez la gestion du changement, il faut avoir un bon engagement de la part de l'organisme et il faut identifier un besoin qui résonne auprès de la direction et ensuite y allouer les ressources et avoir une approche axée sur la qualité. Et attendez-vous à l'inattendu. On a parlé l'autre jour. On ne peut pas anticiper la prochaine phase, mais il faut faire de son mieux pour tout de même anticiper l'avenir. Et surtout rester souple. Ensuite, les éléments importants pour les utilisateurs précoces, il est important non seulement de communiquer pour le plaisir de communiquer, mais de renforcer la clarté et renforcer la confiance.
il faut, dans ce cas, tenir des caucus du personnel quotidiens. On ne parle pas de caucus hebdomadaire ou mensuel. Non, non, tous les jours et essayer de déboulonner les mythes, comprendre pourquoi certaines personnes sont résistantes, récalcitrantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à surmonter cet obstacle, trouver une solution au problème. Faire participer les parties prenantes à tous les niveaux, résidents, proches aidants, résidents, clients, membres de la communauté, et à tous les niveaux du personnel également. Entretien ménager, médecin, responsable clinique, enfin, l'éventail est large. Et une des choses que je trouve très importante, c'est de demander les opinions, écouter les opinions négatives et accepter ces opinions pour en tirer des apprentissages. Enfin, avant de céder la parole à Jen, je pense que nous avons une occasion unique, surtout qu'on amorce la reprise, de tirer parti des apprentissages pour en créer une occasion à plus long terme, de reconnaître les proches aidants de manière continue dans l'ensemble des milieux de soins. Et donc, c'est avec plaisir que je cède la parole à Jen, qui nous parlera de son expérience à People Care Communities. Merci, Alison. Bonjour à tous. Très heureuse d'être ici. Je suis Jen Killing et je suis à People Care Communities, un organisme axé sur les valeurs possédées par une famille qui a 8 établissements partout en Ontario. Nous sommes ravis de partager notre expérience de l'identification des proches aidants avec vous. Alors, si on remonte à avril, mai, juin 2020, nous tous nous demandions comment avancer de cet état d'urgence qui nous confinait à domicile. Dans les premiers mois de la pandémie, il y avait beaucoup d'inconnus, de peur, d'angoisse autour de la COVID. Et donc, nous savions que dans la planification, il faut tenir compte de l'endroit où se trouvaient nos employés, nos résidents et nos familles. Il fallait réaliser la satisfaction de leurs besoins, mais aussi tenir compte de tous les risques et de toutes les mesures de sécurité. Nous avons donc sondé nos résidents et nos familles pour savoir ce dont ils avaient besoin pour qu'on puisse assurer une réouverture aux visites et aux proches aidants. Voici les résultats de ce que nous ont dit les familles, ce qui importait pour elles, tandis qu'on cherchait à rouvrir nos établissements aux proches aidants. Les familles nous ont dit que l'accès à de la formation sur les EPI, notre soutien des établissements eux-mêmes et la communication, l'éducation était ce qui était le plus important pour elles, tandis qu'on sortait de la première vague. Une question qu'on s'est posée, c'est comment améliorer la sécurité tout en assurant un confort, une compréhension. Comment veiller à ce que les résidents et le personnel aient ce dont ils ont besoin pour se sentir engagés et protégés. La trousse d'outils était la réponse à cette question. La trousse d'outils nous permettait de présenter de manière très claire ce qu'étaient les visites virtuelles, les visites de soignants, et de manière claire et accueillante, au lieu d'une liste de restrictions et de règles, et de permettre à nos familles d'avoir un accès ininterrompu à leurs proches dans nos résidences. Pendant l'état d'urgence, nous avons accueilli plus de 1600 personnes par jour dans les 7 établissements, ce qui a amélioré de loin la qualité de vie des résidents, du personnel et des visiteurs. Nous sommes très heureux de pouvoir faire une nouvelle enquête auprès de nos parties prenantes dans le cadre d'un effort combiné avec Excellence en Santé Canada afin d'évaluer la valeur du programme de proches aidants pour toutes les parties prenantes concernées. Et nous allons nous servir de cela pour orienter nos travaux futurs. Bien qu'avoir les familles dans les établissements était l'objectif, l'idée d'accueillir les familles a créé beaucoup de craintes et d'angoisse pour le personnel, comme les résidents et les proches aidants. Il fallait avoir tous les outils
en place pour maintenir la sécurité de tous. C'était complexe et cela changeait les rôles de part et d'autre. La trousse d'outils a permis une reconnaissance du rôle des proches aidants. Deux éléments dont nous étions très fiers étaient l'engagement et le badge. L'engagement est une compréhension commune de notre rôle à titre d'organisme et le rôle de chaque famille, à savoir comment créer ce partenariat. Il y a une responsabilité de part et d'autre. Nous nous engageons à maintenir la sécurité du proche aidant en communiquant, en enseignant et en permettant au proche aidant de pénétrer dans l'établissement. Et le proche aidant s'engage à maintenir la sécurité dans l'établissement en répondant aux questionnaires sans cacher quoi que ce soit et en respectant toutes les consignes de sécurité. Nous avons ajouté cet engagement à la pratique de dépistage, ce qui nous a permis d'écrire une conversation informée et positive pour les dépisteurs et les familles, pour veiller à ce que chacun ait ce dont il avait besoin tous les jours, les détails de la visite et l'explication des mesures. De nouveau, il s'agissait d'un pacte entre nous. Nous avons décidé que les proches aidants étaient des partenaires essentiels et l'engagement était l'illustration de cet état de fait. Les bases d'identification. Ceci sous-tend la reconnaissance du rôle important joué par les familles dans la vie de nos résidents. Comme je disais, nous avons défini les membres de la famille comme les partenaires essentiels de soins. On s'est servi de l'engagement pour dépister les proches aidants et les visiteurs. Mais lorsqu'il était question des proches aidants, on a ajusté le badge pour mettre en évidence qu'il s'agissait d'un proche aidant, non pas d'un visiteur, pour que le personnel interagisse avec eux différemment. C'est particulièrement utile à l'heure actuelle, avec les exigences très différentes pour les proches aidants plutôt que les visiteurs. Les bases d'identification fournissent une reconnaissance visuelle de l'importance des membres des familles en tant que proches aidants. Ils symbolisent leur engagement à respecter les exigences de ce rôle, ce qui leur permet de se déplacer dans nos établissements comme le ferait un membre du personnel. Cela permet aussi de renforcer l'importance de la présence de la famille pour tout type de soutien, comme psychosocial, affectif, physique, tous importants pour la qualité de vie de nos résidents. Nous avons donc conçu un tableau pour aider les familles, leur présenter toutes les possibilités. Cela nous a permis de présenter toutes les possibilités dans le cadre de ce guide au proche aidant avec les exigences pour chaque type de visite virtuelle à soins prodigués par un proche aidant de manière claire et ouverte plutôt que d'avoir une liste de règles et de restrictions. C'est ce qui nous a permis, comme je disais, de maintenir un accès ininterrompu. Nous voulions nous concentrer sur le positif en nous concentrant sur les possibilités plutôt que les restrictions. Les directives, les consignes changeantes étaient difficiles pour le personnel. C'est pourquoi nous avons affiché ce guide sur notre site Web afin d'informer les familles, présenter les options. Et nous avons adapté notre guide selon l'évolution des consignes sanitaires sur les visites en personne à l'intérieur et à l'extérieur. La dernière étape, bon, vous savez, sur le plan historique, généralement, on ferme aux proches aidants et aux familles pendant toute éclosion. Mais la situation était bien différente dans le cas de la COVID. Nous avons eu deux éclosions. Nous avons eu une éclosion très tôt dans la pandémie, où les résidents ont dû être isolés dans leur chambre pendant 86 jours, à part des autres résidents et de leurs proches. Leur expérience et leur qualité de vie a été durement touchée par les restrictions imposées à ce moment-là. Je présente ici une image de Norma, une de nos résidentes et sa famille, à son 90e anniversaire en 2019, avant la pandémie.
Norma était une femme très active qui aimait toutes les interactions, les programmes de l'établissement avant la pandémie. Le diagnostic principal de démence de Norma signifiait qu'au tout début de la pandémie, elle a eu beaucoup de mal avec les restrictions, l'isolement et les sorties auxquelles elle n'avait plus accès. Étant donné que sa fille a pu faire partie de notre programme de proches aidants essentiels, nous avons pu renforcer la qualité de vie de Norma. Un peu avant les vacances de 2020, vacances de Noël, la fille de Norma a dû être confrontée à un nouveau confinement, mais elle a pu se servir de son éducation et de son statut pour offrir un soutien à Norma directement en passant du temps avec elle. Et pendant Noël et le jour de l'an, elle a pu organiser des appels virtuels. En tant qu'équipe de soins du foyer, nous étions rassurés que nous fournissions des niveaux de soins plus élevés, que nos résidents avaient accès à leurs proches aidants qui les aidaient avec leurs repas, leurs loisirs et ainsi de suite. Norma est devenue infectée par la COVID-19 et elle est décédée le 5 janvier. Sa fille était à son chevet. Grâce au programme des aidants familiaux, Norma et sa fille ont pu passer du temps en cible. Et son expérience a été améliorée et remplie par les soins et le soutien de ses proches. Alors, pour conclure, je dirais que c'est possible de permettre aux proches aidants de faire partie de l'équipe de soins, même en période de pandémie. Alors, je pense que nous tirerons des enseignements de la situation et que nous devrons à présent nous concentrer sur les moyens de répliquer ces enseignements à l'avenir. Merci, Allison et Jen. Vous savez, ce que j'ai le plus apprécié de votre communication, c'est l'art du possible. Vous savez, Jen, j'ai eu du mal à comprendre, et c'est admirable, que vous ayez pu garantir des visites sécuritaires en dépit de tous les confinements successifs. C'est formidable. Félicitations à vous et à votre équipe. Tandis que vous réfléchissez à vos questions et que vous ajoutez vos observations dans la boîte de dialogue, de clavardage, j'ai une question. Et Allison? C'est le long terme. Je me demande si vous pouvez parler du long terme parce que à ESC, on sait que ceci s'éternisera au-delà de la pandémie, c'est-à-dire que on doit garantir que ces confinements ne se reproduisent plus, enfin que s'il existe confinement, qu'il n'y ait plus d'impact sur les proches aidants essentiels. Et c'est une question de changement culturel qui doit se produire. Alors, vous êtes la parole. Surtout, Jen, vous, comme dirigeante, comment garantir que ça se produise au sein de votre organisation? Car il faut qu'il y ait un fondement au départ. Alors, vous avez tout à fait raison, Carole, c'est une question de changement culturel. Et j'espère que j'ai bien présenté le fait que nous passions de la peur et de l'angoisse à un accueil des proches aidants à titre de membre de l'équipe de tous les jours. C'est effectivement un virage. Et ce qu'on a réussi à faire très bien avec le soutien de notre équipe de communication, c'est des enquêtes
qui ont demandé à nos résidents, à nos proches aidants et aux membres du personnel de répondre à ces sondages. Vous savez, les membres du personnel, tous les jours entendaient de la part des résidents que leurs proches aidants leur manquaient, que leur famille leur manquait. Et d'ailleurs, les membres du personnel établissent des liens très proches avec les résidents car c'est dans le mot, c'est là qu'ils résident. Donc, c'est ce qui a permis d'amorcer ce virage. L'autre chose, à mon avis, c'est l'importance du langage. On a toujours insisté sur le fait qu'on était une organisation familiale et on s'est toujours concentré sur le caractère important du partenariat avec les familles. Mais le coucher sur papier, c'est ce qui nous a permis de faire comprendre l'importance du rôle et à quel point, lorsque ce rôle est vacant, à quel point cela pose problème et qu'on doit tous contribuer à le combler. Vous savez, qui l'eût cru qu'on serait fermé aux visiteurs pendant aussi longtemps, qu'il n'y ait plus d'interaction pendant si longtemps. Et je pense que ce sont toutes les parties prenantes qui ont estimé que ça n'était plus possible, qu'il fallait changer cela pour l'avenir. Et Carole, j'ajouterais de mon point de vue que mes antécédents sont surtout dans le domaine communautaire. Et donc, les partenaires de soins et l'approche de partenaires de soins, surtout l'identité des partenaires des proches aidants, c'est très important pour moi car pendant la pandémie, on a bien compris que c'était un outil fondamental pour reconnaître les partenaires essentiels de soins. Mais quand je pense à l'ensemble des transitions dans les milieux de soins de santé, avoir la reconnaissance du partenaire essentiel, tandis que les résidents, que les clients entrent et sortent de divers milieux, c'est vraiment fondamental. C'est ce que j'espère aussi. On fera appel à ce genre de programme dans les milieux de soins, mais également dans le cadre des transitions, étant donné que la COVID touche à l'ensemble du réseau. Pouvez-vous dire quelques mots sur les craintes et les stratégies que vous avez utilisées, car l'observation me dicte que la réaction à la pandémie au départ était axée sur la peur. Bon, c'était peut-être compréhensible, on ne savait pas vraiment quelles étaient les répercussions du virus, mais ça s'est poursuivi dans les vagues subséquentes. Et donc, pouvez-vous nous parler d'autres stratégies que vous avez déployées pour démanteler certains de ces mythes que vous évoquiez, Alison, ou les craintes que vous évoquiez, Jen? Surtout pour les personnes dans les postes de direction, mais aussi le personnel, mais peut-être aussi les proches aidants qui ne veulent pas être responsables de la transmission d'un virus, par exemple. Oui, je peux commencer. Alors, tandis que nous vivions une éclosion, nous avons eu deux éclosions. La toute première a eu lieu en avril 2020 et ensuite en décembre 2020. Donc, il y a des différences considérables sur le plan des connaissances, c'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être qu'au tout début, on ne savait rien du virus, on ne savait pas, enfin, on n'avait pas de données sur la transmission. Moi, je me dis que la connaissance, c'est le plus important. Plus on est renseigné sur le virus et plus on diffuse cette information auprès des proches et des résidents, plus on peut jeter les bases euh, d'une conduite responsable. Et au fil du temps, on a pu faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a pu déployer des tests de dépistage rapides. On a pu aussi déployer des vaccins et apporter des mesures pour éviter le contact et les gouttelettes. Nos partenaires essentiels sont formés tout comme un membre du personnel pour l'hygiène des mains, le port de l'EPI
et les mesures améliorées de contact, de gouttelettes et de mesures de précaution par rapport à la COVID. Alors, c'est les connaissances et l'éducation, à mon avis, qui doivent primer. Alors, je regarde la boîte de clavardage et je vois que je retrouve des félicitations pour votre langage positif, c'est-à-dire que vous êtes axé sur les choses que vous pouvez faire plutôt que les choses que vous ne pouvez pas faire. Et je pense que cela a très certainement amélioré la situation des proches aidants. Je pense que cette situation de présentation d'options a bien fonctionné. Vous avez parlé aux proches aidants de ce qu'ils pouvaient faire et quelles étaient les exigences pour chacune de ces possibilités. D'autres observations ici concernant le fait que beaucoup de populations ont besoin d'avoir accès à leurs partenaires de soins. Virginia, vous travaillez avec des familles. Il est important pour les familles également d'avoir un soutien. Et comment accueillir de nouveaux professionnels aussi dans les établissements. Il y a une autre question ici de Sharon qui veut comprendre comment vous avez offert le soutien à l'éducation aux proches aidants et aux partenaires de soins essentiels. Alors, évidemment, la trousse d'outils pour les proches aidants était le cadre de base. Mais également, nous avons des exigences appuyées sur les directives du ministère. Ce sont les exigences officielles qui permettent à un proche aidant de pénétrer dans un établissement comme le nôtre. Alors, nous avons mis au point un programme pour les membres de la famille qui voulaient s'y inscrire. Depuis juin de l'année dernière, nous avons mis au point d'ailleurs une liste de vérification du proche aidant qu'on leur présente. Il y a une formation en ligne dans la section de ressources pour les familles pour le port de l'EPI, l'hygiène des mains et ainsi de suite. On a aussi créé une vidéo d'orientation des proches aidants et c'était essentiellement une étude de cas, une interaction concrète. Par exemple, on voulait que les proches aidants aient accès aux résidences et au jardin, tout comme un résident, mais on a dû leur expliquer que ce ne sont pas tous les résidents qui peuvent respecter les consignes de distanciation physique. Alors, quoi faire si, par exemple, vous montez dans l'ascenseur et que notre résident se présente? Alors, vous devez maintenir cette distanciation physique. Alors, on a mis au point toutes ces choses grâce à la rétroaction de nos proches aidants et nos résidences aussi. Et c'est ce qui nous a permis de progresser. C'est ce qui nous permet de garantir aux proches aidants la possibilité de se déplacer. Au départ, ils étaient au chevet de leurs proches et maintenant, ils peuvent se déplacer dans l'ensemble du campus. Donc, on s'est servi du site web et de ces liens. C'est sans doute le seul aspect positif de la pandémie, c'est-à-dire que les gens maintenant comprennent mieux l'utilisation de la technologie et s'en servent. Il y a un an, de dire qu'on pourrait former et envoyer des courriels à l'ensemble des familles, enfin, je vous aurais dit que ce n'était pas possible. Mais c'est formidable de voir à quel point nous avons fait des progrès depuis un an concernant l'utilisation de la technologie avec l'ensemble des parties prenantes. Alors oui, ça a été un énorme soutien pour nous. Merci de nous présenter cette approche très positive et axée sur les forces. Oui, on doit tirer les éléments positifs de ces moments difficiles. Joanne qui lisait dans ma tête, dans la dernière minute qui nous reste, je pensais à ces enquêtes que vous déployez auprès des proches aidants. Alors, elle demandait si c'était possible de les partager et partager aussi l'engagement. Nous serions heureux de présenter ces documents si cela vous est acceptable. Et Sharon qui dit qu'elle aime beaucoup l'idée de la vidéo qui renferme des scénarios pratiques et comment cela pourrait
s'appliquer à d'autres milieux au-delà des soins de longue durée. Et de nouveau, on se demande si c'est possible de donner vos coordonnées si jamais les gens veulent communiquer avec vous. Et donc, si vous voulez, vous pouvez partager vos coordonnées. Alors, tandis que la fin de ce caucus approche, nous avons une vraie richesse d'informations. Merci, Alison, Jen. Nous apprécions énormément ce que vous avez présenté. Je souhaite vous rappeler que nous avons un autre caucus à la fin du mois. Il s'agit de formation du personnel. Formation du personnel co-créée à l'Université de l'Alberta pour soutenir les proches aidants durant la pandémie de COVID-19. Et nous aurons aussi un caucus en juillet au sujet des vaccins, car on sait que les campagnes de vaccination battent leur plein. Alors, nous aurons aussi des caucus à l'automne. Alors, inscrivez-vous. Les inscriptions sont à présent possibles sur notre site Web. Et si vous voulez revisionner ces caucus, ils sont disponibles sur notre site Web quelques jours après le caucus en direct. Et enfin, voici un de nos programmes partenaires sur les soins de longue durée qui organise également des caucus régulièrement. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous y joindre. Il y aura d'ailleurs une assemblée populaire de ce groupe avec des organismes partenaires le 16 août. Et enfin, nous venons de commencer un canal Yammer. Alors, ça vous permet de communiquer avec des pairs et la réinsertion sécuritaire des proches aidants. Si vous voulez participer au programme, n'hésitez pas à le faire. Merci de nouveau à toute l'équipe de SC, à l'interprète et merci infiniment à vous tous, notre public, d'avoir pris le temps d'être des nôtres malgré votre horaire chargé. Voilà qui met fin au webinaire d'aujourd'hui. Merci, passez une excellente journée.